Poutine est tombé dans un cercle de feu ukrainien. Et il descend, alors que les flammes montent de plus en plus haut. C'est du moins ce que Poutine doit ressentir après que l'Ukraine a déclenché une nouvelle tempête de frappes de drones contre la Russie. Des raffineries de pétrole, des installations de fabrication et bien d'autres choses encore ont été laissées en flammes après que l'Ukraine a semblé frapper partout et tout à la fois à l'intérieur de la Russie. Voilà ce que Poutine a apporté à son peuple. Un essaim de drones incessant auquel rien ne peut échapper. La Russie est peut-être grande, mais les drones ukrainiens sont impitoyables, et ils paralysent la Russie, alors que la réputation de Poutine en tant qu'homme fort protecteur est réduite en miettes. Poutine n'a rien pu faire d'autre que regarder pendant que l'Ukraine lançait un énorme essaim de drones contre la Russie les 9 et 10 juillet. À la fin de l'attaque, le ministère russe de la Défense a affirmé avoir intercepté 376 drones ukrainiens. Ce n'est donc pas la plus grosse frappe de drones ukrainiens de la guerre. Loin de là, mais en termes de résultats, c'est l'une des plus efficaces. Même si la Russie affirme avoir tout abattu, comme elle le fait toujours, sans reconnaître que certains de ces drones ont atteint leur cible, des incendies font rage, des aéroports ont été fermés, et des installations essentielles à l'industrie militaire russe, et à sa capacité d'exporter des produits vers d'autres pays, présentent soudainement de grands trous inexistants auparavant. Poutine, il paraît que les défenses aériennes russes en ont laissé passer. On commence par la dévastation de Rostov. L'oblast de Rostov, frontalier de l'Ukraine, devient une cible évidente lorsque l'Ukraine cherche des victoires rapides avec ses drones, d'autant plus qu'ils sont désormais plus puissants et offrent une plus grande portée. Rostov a souffert lors des frappes nocturnes ukrainiennes. À Taganrog, des habitants ont signalé d'immenses incendies dans la zone portuaire, suggérant une frappe sur un centre d'exportation de Rostov. Xelanova Plus a révélé que ces rapports n'étaient pas de simples spéculations, car il a rapidement commencé à partager des vidéos de nuages noirs inquiétants s'élevant en direction du port. Le Kyiv Post indique que les informations provenant de Russes prêts à rapporter ce qui s'est réellement passé suggèrent que l'Ukraine a touché directement le Kurganovda, le dépôt pétrolier Product Oil, qui est l'endroit où les carburants et produits pétroliers russes sont chargés sur des navires de la flotte Fantôme. Ceux-ci transportent ensuite les produits vers quiconque est prêt à les acheter. D'autres vidéos et davantage de fumée sont vite apparues sur la chaîne Telegram Xelanova Plus, confirmant que ce port est désormais un véritable brasier. Mais l'Ukraine n'en avait pas fini avec Rostov. Il semble qu'une autre cible ait été touchée à Taganrog, l'école d'aviation de la ville. Comme son nom l'indique, l'école forme des spécialistes pour les industries aéronautiques et d'ingénierie russes. Ce type de spécialiste est assez vital pour la Russie, étant donné que toute sa stratégie pour l'Ukraine semble se résumer à attaquer à distance en utilisant des missiles et des bombes planantes lancées depuis des avions. Et encore une fois, il y a des vidéos, cette fois partagées sur Telegram par le chef du centre d'études de l'occupation, Petro Andriushenko. Les habitants de Rostov ont dû se dire « 2 grandes cibles ont déjà été frappées par les drones ukrainiens. Il ne devrait plus y en avoir. » Faux! L'Ukraine n'en avait pas encore fini avec Rostov. Cet oblast est particulièrement important pour la Russie, non seulement parce que sa position à la frontière en fait une base de lancement utile pour des frappes, mais aussi parce que ces ports offrent à la Russie un accès à la mer d'Azov. Rostov est crucial pour Poutine alors qu'il cherche à garder le contrôle sur la Crimée occupée. Et la série de frappes de l'Ukraine vient de porter un nouveau coup qui isole encore davantage une péninsule déjà en grande difficulté après des mois de frappes ukrainiennes de moyenne portée particulièrement efficaces. Les frappes ukrainiennes ont suffi à paniquer le gouverneur de l'oblast de Rostov, Yuri Slezar. Une attaque aérienne vise actuellement la région de Rostov. Lors de l'effort pour repousser l'attaque, environ 35 drones ont été détruits au-dessus des villes de Taganrog et d'Azov, ainsi que dans les districts d'Azovski et de Matveyevka-Kaganovski. Le gouverneur a affirmé qu'il y avait malheureusement eu des conséquences au sol. Nous supposons que « conséquences sur le terrain » signifie à peu près que nos défenses aériennes ont raté tout un tas de drones. Pour la Russie, nos défenses étaient si efficaces qu'elles ont tout abattu, mais les débris sont tombés exactement sur les cibles visées par l'Ukraine. Il y avait bien d'autres cibles au-delà des 2 que nous avons déjà mentionnées. Slizar signale des frappes à Kaganik, où des drones ukrainiens auraient touché un bâtiment administratif, provoquant un incendie sans victime. Dans la ville d'Azov même, l'attaque de drones ukrainiens a déclenché d'immenses incendies dans 2 installations de stockage de pétrole. Ces incendies étaient sûrement graves, car la Russie évite d'admettre être touchée par les drones ukrainiens.
Le rapport du gouverneur de Rostov montre que les flammes étaient trop intenses pour être cachées. Il n'a pas précisé quelles installations pétrolières l'Ukraine avait frappées, mais nous n'avons pas besoin de Sliezar pour le savoir. Ex-Excelonova Plus apporte une fois de plus la preuve, car sa combinaison d'images et de capacités de géolocalisation l'amène à conclure que l'Ukraine a probablement frappé soit le dépôt pétrolier du terminal de Don, soit l'usine optico-mécanique d'Azov, peut-être les deux. L'ampleur de l'incendie et la fumée noire visible sur un extrait partagé par la chaîne indiquent clairement une frappe sur une unité de stockage de pétrole. On n'obtient pas ce genre de brasier en attaquant une structure ordinaire. Et si l'Ukraine a également réussi à toucher l'usine en question, alors c'est une autre grande victoire. L'usine optique mécanique d'Azov fabrique des radars, des composants optoélectroniques et des systèmes de guidage de précision que le Kyiv Post affirme être utilisés dans toutes sortes d'équipements, des avions et navires de guerre aux véhicules blindés et missiles russes. Presque tout ce dont la Russie a besoin pour soutenir l'invasion de Poutine, peu importe l'origine des attaques. Tout cela représente une soirée de travail plutôt solide pour l'Ukraine, mais nous vous avons dit que l'Ukraine a frappé partout, sur tous les fronts, en même temps. Cela signifie que Rostov n'est pas la seule à brûler après l'attaque de drones ukrainiens. Dans une autre région russe, l'Ukraine a fait mouche contre le type de cible qu'elle a fait de sa priorité depuis qu'elle a développé les capacités de longue portée qui rendent possible ce genre de frappe. Nous vous dirons où les drones ukrainiens ont frappé, mais d'abord, rappel, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal de prendre une seconde et d'appuyer sur le bouton pour ne jamais manquer une de nos vidéos. Sur le champ de bataille, l'information, c'est le pouvoir. Mais une bataille reste invisible. Chaque jour, des courtiers en données collectent, regroupent et vendent vos données personnelles sans votre connaissance ni votre consentement. Notre sponsor du jour, Incogni, vous aide à effacer ces données de centaines de bases de données en seulement quelques clics. Vos données personnelles et familiales, comme adresse et téléphone, pourraient être en ligne sans que vous le sachiez. Cela peut entraîner des appels indésirables, des arnaques et des vols d'identité. C'est dangereux pour vous et votre famille. C'est pourquoi j'utilise Incogni. Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne peuvent pas vous trouver. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos données, et les experts en confidentialité d'Incogni prendront en charge les suppressions personnalisées. Commencer ne prend que quelques minutes, et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie privée dès aujourd'hui. Utilisez notre code spécial pour obtenir 60% de réduction sur n'importe quel abonnement annuel Incogni. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous et commencez à supprimer vos informations personnelles du web. Vous savez déjà que l'information, c'est le pouvoir. Utilisez maintenant ce pouvoir pour vous protéger et reprendre le contrôle de votre vie privée avec Incogni. C'est fait ? Parfait. Passons maintenant à la paralysie de Krasnodar. Dans son rapport sur la folle nuit de frappe menée par l'Ukraine, le Kyiv Independent a révélé que les drones ukrainiens ont de nouveau frappé la raffinerie de pétrole d'Ilski dans la région de Krasnodar. Située à environ 500 km du territoire contrôlé par l'Ukraine, cette raffinerie n'est pas étrangère aux drones ukrainiens. En fait, ces drones sont devenus des visiteurs réguliers. Le 10 juillet, c'était la 17e fois que cette raffinerie spécifique a été touchée depuis le début de la guerre, et elle avait été visée pour la dernière fois le 2 juin. On dirait presque que les opérateurs de drones ukrainiens ont une sorte de rancune. Cependant, ce qui se passe réellement ici, c'est que l'Ukraine frappe à plusieurs reprises une raffinerie capable de traiter jusqu'à 6,6 millions de tonnes de carburant chaque année, car des frappes répétées rendent impossible pour la Russie de remettre complètement la raffinerie en service. Chaque fois que ce que l'Ukraine a frappé la dernière fois est sur le point d'être réparé, voilà que ces sanctions volantes reviennent, prêtes à frapper une nouvelle cible. On pourrait croire que la Russie aurait compris, après 17 frappes qu'il lui fallait des défenses aériennes à Ilski. Peut-être l'a-t-elle compris, mais elle n'a peut-être tout simplement pas de défense aérienne à y déployer. D'autres incendies font rage dans une raffinerie qui implore un peu de répit face aux drones ukrainiens. Une fois de plus, Xelanova Plus a les images, alors que nous voyons un incendie faire rage à Ilski sur fond de ciel nocturne. Les autorités du Kraï de Krasnodar ont annoncé qu'un incendie s'est déclaré à la raffinerie d'Ilski, district de Seversky, suite à la chute de débris de drones. La voilà. Nous attendions le mot commençant par D, et les autorités du Kraï de Krasnodar ne nous ont pas déçus.
Les débris de drones les plus précis du monde semblent avoir encore frappé, pour la 17e fois au total, et la 5e fois, rien qu'en 2026. Nous pensons même ne plus pouvoir être sarcastiques. Cette excuse des débris commence à dater, surtout quand ces débris ne semblent jamais tomber sans danger à des kilomètres de la cible de l'Ukraine. Donc, la raffinerie de pétrole d'Ilski a encore brûlé, ce qui ne va vraiment pas aider la Russie à gérer la crise du carburant qui sévit actuellement dans tout le pays. Brûler du carburant réduit les exportations, et donc moins d'argent dans les caisses de guerre du Kremlin. Il y a un autre endroit qui a été attaqué par les drones ukrainiens pour compléter cette nuit de frappe, et ce n'est rien de moins que la capitale russe, Moscou. Nous aimerions dire que les drones ukrainiens ont multiplié les frappes sur des cibles militaires majeures, une mutilation de Moscou pour rester dans l'allitération. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'Ukraine a lancé des drones, mais la Russie dit les avoir tous interceptés, sans preuve du contraire. Cependant, ce que l'Ukraine a réussi à faire avec une attaque que le maire de Moscou, Sergueï Sobyanin, a estimé à 16 drones, c'est de forcer la suspension temporaire de l'aéroport de Domodedovo. Pour couronner le tout, l'aéroport de Pulkovo à Saint-Pétersbourg a aussi subi ces restrictions, suggérant que des drones ukrainiens ont atteint la ville natale de Poutine. Est-ce aussi impressionnant que ce que l'Ukraine a fait à Rostov et dans le kraï de Krasnodar? Peut-être pas. L'Ukraine a accompli deux choses en envoyant ses drones à Moscou. Premièrement, la fermeture de l'aéroport s'inscrit dans l'une des principales raisons pour lesquelles l'Ukraine mène des frappes en profondeur, à savoir ramener la guerre que Poutine a commencée à la population russe. Nous approfondirons ce concept bientôt. Mais l'idée ici, c'est qu'un aéroport suspendant ses vols, à cause d'une attaque de drone, regroupe des gens en colère, ayant dépensé beaucoup d'argent, pour finalement affronter la guerre qu'ils essayaient d'éviter. L'Ukraine a même tenu à souligner que la fermeture des aéroports fait partie de la campagne de pression que l'Ukraine exerce contre la Russie. En mai 2025, le Kyiv Independent a rapporté que les drones ukrainiens avaient provoqué 217 fermetures d'aéroports entre le 1er janvier et le 22 mai. Le porte-parole de la division sud de l'armée de défense ukrainienne, Serhiy Bratichuk, avait affirmé « Ces perturbations ne sont pas accidentelles. Elles s'inscrivent dans une campagne visant la logistique, les systèmes de défense aérienne et le moral de la population. La population russe doit payer le prix de la guerre. Dormir sous des tentes à l'aéroport n'est pas le pire, mais cela touche le moral. C'est une façon unique de faire payer les Russes. Mais être obligé de dormir sur le sol froid d'un aéroport, ou de se battre avec d'autres personnes pour les quelques chaises disponibles, est un bon moyen de rappeler aux habitants de Moscou que leur président a déclenché une guerre qu'il ne peut pas terminer. En parlant de rappel, cela mène à la deuxième chose accomplie par les frappes ukrainiennes à Moscou. Elles ont rappelé à Poutine que l'Ukraine peut frapper Moscou. Elle l'a déjà fait à plusieurs reprises, en 2026. Fin juin, l'Ukraine a frappé un centre satellitaire dans la capitale russe. À la mi-juin, l'Ukraine a mené une de ses plus grandes attaques aériennes, frappant la principale raffinerie de Moscou, amenant les habitants à se plaindre de la pluie noire due au pétrole en feu. Vladimir Poutine sait maintenant que l'Ukraine a des drones pouvant atteindre Moscou et détruire des infrastructures énergétiques et militaires majeures. Le dirigeant russe a eu de la chance après la frappe du 10 juillet, n'ayant causé que la fermeture d'un aéroport, mais il ne devrait pas s'y fier. Ce que nous venons probablement de voir de l'Ukraine n'est qu'un prélude, avant qu'un feu ne s'abatte sur une capitale russe aujourd'hui plus vulnérable que jamais sous Vladimir Poutine. Prenons du recul et regardons le 10 juillet plus globalement. Pour une journée de frappe, elle a été immense. Des dépôts de pétrole, des raffineries et des installations militaires ont tous été touchés. En plus, il y a eu ce petit rappel moscovite en prime. Mais ce que l'Ukraine a surtout montré à la Russie en créant un nouvel anneau de feu à travers toute la Russie, c'est précisément cela. Les drones ukrainiens peuvent maintenant viser presque toute cible d'importance militaire en Russie, sans que celle-ci puisse réagir. En réalité, la frappe du 10 juillet était insignifiante concernant la portée croissante des frappes ukrainiennes. C'est fou à dire, car de nombreux drones ukrainiens ont parcouru 1000 km pour atteindre leur cible, un exploit inimaginable au début de l'invasion de Poutine. Mais c'est la vérité. L'Ukraine peut frapper bien plus loin que ce que laisse entendre le 10 juillet, et Poutine en mouillera de peur. Nous avons vu la preuve la plus remarquable de cela il y a seulement quelques jours avant la dernière vague, lorsqu'on a appris que l'Ukraine avait frappé directement la raffinerie d'Omsk en Sibérie. Nous allons le répéter, la Sibérie. C'est à plus de 2500 km de l'Ukraine.
L'Ukraine aurait utilisé la nouvelle version du drone FPV-1 capable d'une telle portée pour mener cette attaque. C'est un nouveau record de distance pour les drones ukrainiens, et de loin. Ce message adressé à Poutine et à son peuple, que l'Ukraine veut faire entendre du Kremlin à l'Extrême-Orient, est clair, plus rien n'est en sécurité. Et la Russie le sait. Dès le mois de mars, des responsables russes lançaient déjà cet avertissement. Sergueï Shoigu, ancien ministre de la Défense et secrétaire du Conseil de sécurité russe, a tenu les mêmes propos lors d'une réunion dans l'Oural, évoquant à la fois les drones longue portée ukrainiens et une série d'attaques de sabotage survenues à cette période. Le développement rapide des systèmes d'armes, surtout les drones sans pilote, et la sophistication de leur déploiement font qu'aucune région de Russie n'est en sécurité selon Shoigu. Voici au moins un responsable russe prêt à dire la vérité. La vérité est que la profondeur stratégique de la Russie a disparu, et ses arrières sont désormais vulnérables, et pas seulement selon Shoigu. Les blogueurs militaires russes, qui pendant si longtemps ont vanté la supposée domination militaire de Moscou tout en prônant une attaque sans merci contre l'Ukraine, se rendent compte que l'Ukraine prend le dessus sur la Russie. Ce à quoi la Russie est confrontée maintenant, c'est la remise en cause d'un tas d'hypothèses qui avaient été faites avant que Poutine ne lance son invasion. L'Ukraine n'était pas censée pouvoir faire tout cela, mais désormais, les frappes en profondeur sont presque quotidiennes en Russie. Psychologiquement, ce fait a un impact sur le peuple russe, et cela fait que l'emprise de Poutine sur eux commence à se relâcher. Rappelez-vous, Poutine est un homme qui a bâti sa réputation en paraissant fort aux yeux de son peuple, même lorsqu'il était évident pour d'autres qu'il est bien plus faible qu'il ne le prétend. Le grand défenseur est dévoilé comme un imposteur ridicule, car il ne peut plus protéger les Russes ordinaires des conséquences de la guerre. Des frappes comme celles que nous avons vues le 10 juillet forcent un changement dans le discours public, aussi évident sur les réseaux sociaux que dans les couloirs du Conseil de sécurité de la Russie. Comme l'a noté l'Atlantic Council après une frappe en juin à Saint-Pétersbourg, le changement de ton du discours russe s'explique en grande partie par l'efficacité croissante de la campagne de bombardements stratégiques ukrainiens, désormais difficile à minimiser ou ignorer. Des images d'explosions envahissent chaque jour les réseaux sociaux russes, les récentes attaques dans la région de Moscou touchant une corde particulièrement sensible. Nous n'aurions pas pu mieux le dire nous-mêmes. Chaque fois que l'Ukraine enfonce un autre drone dans cette plaie en détruisant une raffinerie ou un dépôt, cela rappelle au peuple russe que rien de tout cela n'était inévitable. L'Ukraine ne voulait pas la guerre, mais Poutine oui. Et cela fait de Poutine la raison pour laquelle il ressent autant de souffrance. L'Ukraine utilise contre la Russie ses propres tactiques, faisant souffrir le peuple russe sans le viser directement. La campagne aérienne russe repose sur la terreur. Poutine frappe aussi bien les villes ukrainiennes et tue des civils que des cibles militaires, car tout acte russe contre l'Ukraine est coercitif. Poutine tente de persuader les Ukrainiens de cesser la résistance et de laisser la Russie agir librement. L'Ukraine utilise actuellement sa propre version de cette campagne coercitive pour exercer la même pression psychologique sur le peuple russe, sans recourir aux crimes de guerre de Poutine. Et enfin, nous venons de parler de pression. N'oubliez pas l'une des cibles frappées par l'Ukraine le 10 juillet, la raffinerie d'Ilski. Quand on parle de pression, on ne peut pas ignorer la crise du carburant en Russie. Si les incendies à l'horizon montrent que la guerre de Poutine touche à nouveau la Russie, les longues files d'attente aux stations-service mal approvisionnées sont une souffrance plus concrète pour le peuple russe. Une crise du carburant qui a commencé en Crimée s'est maintenant propagée dans toute la Russie, et elle s'aggrave à chaque fois qu'une raffinerie responsable de la production de carburant brûle. Dedové relate le cas d'une Russe de Galénik, qui dit avoir passé 3 jours à tenter de faire le plein de sa voiture. Elle passe ses nuits à dormir dans son véhicule, et arrive aux stations-service dès 5 heures du matin, pour constater que les pompes restent vides. Ce n'est pas un cas isolé. Beaucoup en Russie passent des heures à faire la queue pour le seul produit censé être abondant, puisque le pays le produit lui-même. L'Ukraine a transformé ce qui était autrefois une lutte pour sa propre survie en un cauchemar pour la Russie. Le 10 juillet annonce que le cauchemar de la Russie va se prolonger. Pour beaucoup en Russie, les files d'attente aux pompes sont tout simplement insupportables. Des bagarres éclatent. Il y a littéralement une tempête de merde qui se déchaîne. Si vous vous demandez ce que nous voulons dire par cette accroche peu ragoûtante, alors vous devez regarder notre vidéo, où nous analysons le chaos dans les files d'attente aux stations-service à travers toute la Russie. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show et de passer un peu de temps sur notre chaîne. Nous publions des vidéos tous les jours pour que vous soyez au courant des derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.